Je suis Jérôme Bertrand, je suis manager du pôle déploiement pour Atlas Logistique au sein d'Handicap International. On est parti au Darfour au mois de novembre. L'objet de la mission, c'était d'étendre les zones d'activité, en tout cas de faire une évaluation pour possiblement étendre les zones d'activité d'handicap international dans le Darfour. On est déjà présent sur l'ouest du Darfour et là il s'agissait d'aller sur des nouvelles zones tenues par un groupe rebelle où il y a énormément de déplacés internes et donc d'étendre les activités vers ce qu'on appelle le Djebel Mara, qui est à cheval entre le Darfour central et le Darfour du Nord. Le Darfour, aujourd'hui, donc la partie ouest du Soudan, c'est peut-être la zone la plus inaccessible aujourd'hui pour des humanitaires. On ne peut pas accéder au Darfour par l'est du pays, par la capitale. On ne peut pas prendre d'avion pour aller au Soudan. Donc on doit en fait passer par le Tchad, par N'Djamena. Donc il faut déjà aller jusqu'au Tchad et ensuite traverser tout le Tchad, arriver dans une partie assez reculée du Tchad, à l'est du Tchad, à Adré. Et là, on peut traverser la frontière. Et pour atteindre la zone qu'on voulait évaluer, il fallait encore 5 jours de route. Et ce n'est pas de la route, il s'agit de pistes, et de pistes très très abîmées, au travers d'une zone montagneuse, une zone volcanique, qui s'appelle le Djebel Mara. Et donc la première impression, c'est cette impression de fatigue, en fait, de passer des journées en voiture, énormément de poussière, khoubar, comme on dit en arabe, donc c'est des mots qu'on apprend aussi parce qu'on en mange beaucoup de la poussière, on passe ces journées avec un masque, le visage masqué parce que les voitures sont complètement saturées de poussière, donc c'est ça la première impression, vraiment physique, c'est la fatigue de la route, c'est la poussière, c'est des paysages impressionnants aussi, quand même, vraiment, on traverse différentes zones du Sahel. Voilà un peu les premières sensations qu'on peut avoir. Et ensuite, évidemment, en tant qu'humanitaire, c'est toujours spécial. On n'en parle pas forcément beaucoup, mais c'est rentrer dans une zone de guerre. Donc, c'est-à-dire, c'est une zone de conflit. On s'imagine souvent, si on rentre dans une zone de guerre, on va voir énormément d'hommes en armes, des véhicules armés, voire des combats, etc. C'est pas tout à fait ça quand même. Effectivement, on a des checkpoints avec des hommes en armes, on a des process de sécurité pour sécuriser nos déplacements qui sont extrêmement stricts, avec énormément de points de passage, de connexion avec l'équipe qui supervise le déplacement. Donc il y a aussi ce stress-là qui est là, qui est présent, qui est un peu une tension, être en alerte pour s'assurer de la sécurité du convoi, de la sécurité des équipiers et évidemment sa propre sécurité. En fait, quand on fait une évaluation dans un contexte comme celui du Darfour, c'est beaucoup de déplacements dans des zones qui sont peu ou mal sécurisées. Et on va chercher en fait à être hébergé, il n'y a pas d'hôtel aujourd'hui au Darfour non plus, donc on va chercher à être hébergé auprès d'autres ONG. Et la très grande majorité des ONG aujourd'hui au Darfour se repose quasiment essentiellement sur des personnels nationaux, donc des Soudanais. Donc ça, c'est aussi une expérience de vie qui a été vraiment très intense et très intéressante pour moi. Ça a été en fait de vivre avec ces Soudanais. Tous les jours, on changeait de ce que nous on appelle des guest house en anglais, donc des maisons en fait, des logements pour les humanitaires. Et ça a été de partager les repas avec les Soudanais. Ça a été de discuter effectivement de la situation sans trop rentrer sur les champs politiques. Il faut toujours être très attentif à ça, évidemment. Et ça a été une forme d'immersion complète dans la culture. Qui nous a permis à l'équipe d'évaluation de beaucoup mieux comprendre le contexte. Et ça, c'est une expérience qu'on n'a pas toujours, d'être vraiment complètement immergé dans la culture, parce qu'on est souvent déjà dans des bases sécurisées, un petit peu fermées, un petit peu cloisonnées vis-à-vis de la population extérieure. Donc ça, c'est vraiment une chance, j'ai envie de dire, malgré le contexte, malgré les difficultés, malgré la sécurité un petit peu tendue. Et en termes d'expérience et de ressenti vis-à-vis de ce qui s'y passe vraiment, de ce que les gens, ce à quoi font face la population sur place. Donc on est allé, donc au bout de cette évaluation, on est allé atteindre le camp de Taouila. Taouila, c'est une petite ville de 20 000 habitants, à 60 km d'El Fasher, qui était une très grande ville, de plus d'1,5 million d'habitants. Et depuis 2 ans et demi, c'est une zone de refuge pour une bonne partie de la population du Darfour. Donc pour les Soudanais qui fuient les combats,
qui fuient les violences, hein, parce que c'est un conflit extrêmement violent et qui vise d'abord les populations civiles. Donc cette zone est devenue une zone de refuge, un havre de paix en fait pour les Soudanais. Et donc cette petite ville de 20 000 habitants, aujourd'hui, il y a plus de 600 000 personnes qui y vivent. Il n'y a rien qui a été construit. Et ça, c'est aussi une sensation quand on arrive. Donc on descend le Djebel Mara et on arrive sur les hauteurs de Taouila. Et là, on voit sur des dizaines de kilomètres une espèce une mer de bâches et de paille. Et en fait, c'est une ville de la taille de la population de Lyon, en fait, devant nos yeux. Donc ça, c'est très marquant. Et plus on se rapproche, plus on voit concrètement ce que ça veut dire. Donc c'est vraiment des habitats qui ont été agglomérés les uns après les autres, selon les vagues. Hein, donc il y a eu plusieurs vagues de déplacements. Et on en connaissait juste au moment où on est arrivé. Il y en avait une nouvelle, parce qu'il y a eu la chute d'El Facher à ce moment-là, prise par le groupe paramilitaire. Et en fait, on voit vraiment concrètement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les gens arrivent au jour le jour, ils ont 3 bâtons, un bout de tissu, et ils s'abritent du soleil, c'est leur premier logement. Ils n'ont plus rien quand ils arrivent. Et après, progressivement, ils vont chercher de la paille, des bouts de bois un peu plus conséquents pour commencer à délimiter une parcelle pour leur famille. Ensuite, ils vont chercher un peu plus de bois. Peut-être qu'ils vont obtenir une bâche d'une des ONG pour commencer à faire un habitat, mais de quelques mètres carrés, 8 mètres carrés, et ils vont dormir à 5, 6, 8 membres de la même famille sur cette parcelle-là. Moi, ce qui m'a le plus marqué sur le Darfour, c'est pas tant d'être rentré dans une zone de guerre que d'être rentré dans une zone où il n'y avait plus aucune structure qui tenait le pays et que c'était seulement la force des armes qui pouvait tenir ou faire preuve d'autorité. C'est-à-dire c'est les checkpoints avec des enfants soldats avec des armes absolument immenses, avec des calibres complètement dingues. C'est un peu de se dire que tout tient que par la force et la violence. Ça, c'est quand même quelque chose qui m'a vraiment marqué sur ce contexte-là. Et ensuite, l'autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est vraiment la traversée du camp de Taouila. Donc il ne faut pas s'imaginer un camp de réfugiés comme on a pu en avoir dans le reste du monde, où on a des tentes standardisées, des lieux standardisés. Là, il ne s'agit pas de ça du tout, il s'agit vraiment de quelque chose qui a été improvisé. C'est un camp improvisé, où les humanitaires essayent d'apporter un peu de soutien. On en est quand même à ce niveau-là aujourd'hui. Et en fait, de le voir vraiment directement, de voir toute cette vulnérabilité, ce dénuement absolument complet, c'est quand même toujours marquant. On développe une forme de distance critique, j'ai envie de dire, avec les besoins quand on est humanitaire, un peu comme un chirurgien avec le corps humain. On est obligé d'avoir cette distance-là pour pouvoir travailler et pas être dans la réception d'émotions. Mais il y a des moments où on ne peut pas s'empêcher en fait de ressentir vraiment ça. Et je pense que pour moi, ouais, la traversée du camp de Taouila, ça m'a beaucoup marqué sur ça, de voir ce dénuement-là. Et puis, il faut comprendre, c'est d'abord des enfants, c'est d'abord des femmes, c'est des vieillards, c'est des populations extrêmement vulnérables en fait. Et on se dit, mais comment ça se fait qu'on n'est pas tous ici en train d'apporter du secours à ces populations? Donc l'Agence de coordination des Nations Unies, qui est en charge de la coordination humanitaire, a déclaré que la crise au Soudan était la pire crise humanitaire du moment. En fait, sur la population totale du Soudan, il y a 30 millions de personnes, donc plus de 60% de la population qui est estimée à être dans le besoin, donc dans le besoin de support humanitaire. 30 millions de personnes. Sur ces 30 millions de personnes, on sait qu'il y a 20 millions de personnes qui sont exposées à de la malnutrition et qui sont en risque de malnutrition et de famine. Donc c'est des chiffres complètement astronomiques. Et en plus de ça, il y a quasiment 14 millions de personnes qui se sont déplacées, soit à l'intérieur du pays, soit qui ont réussi à atteindre le Tchad, l'Égypte, le Sud-Soudan, etc. Donc on est sur une ampleur mais vraiment gigantesque. Et on a une véritable difficulté, c'est qu'on est dans un conflit actif. Donc pour pouvoir répondre en tant qu'humanitaire, de façon suffisamment sécurisée pour ne pas être trop exposé le personnel qui permet ces réponses, on a beaucoup de difficultés. Donc, et là où, en fait, on est obligé et ça c'est une demande que fait Handicap International, c'est de permettre en fait le déplacement sécurisé des populations qui cherchent justement un refuge. Parce qu'aujourd'hui elles sont attaquées, ces populations. On nous a rapporté des viols, des tortures, des extorsions. Du moins, c'est vraiment une litanie d'horreur en fait, ce que nous rapportent les gens. Et cette ampleur-là et cette violence-là, on la connaît hélas parfois sur différents contextes,
mais sur une telle étendue, c'est extrêmement marquant. Et moi, en tant qu'humanitaire, donc j'ai fait quand même quasiment toutes les dernières grandes crises au monde, ça, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu dans cette intensité-là, et surtout dans l'absence totale de capacité de réponse étatique. En fait, il y a plus d'État, en tout cas au Darfour aujourd'hui. Donc, Handicap International estime que entre 15 et 20% en fait de la population dans le besoin est en situation de handicap. Dans le besoin vraiment aigu, donc on estime à peu près 4,5 millions de personnes en situation de handicap dans le besoin. Qu'est-ce que ça veut dire dans un pays comme le Soudan d'être en situation de handicap? Ça veut dire que vous êtes sans aucun moyen pour assurer par vous-même votre subsistance. Il s'agit de fuir les combats, il s'agit de fuir les violences, il s'agit de quitter tout, de plus rien avoir avec soi et de reconstituer une vie un tant soit peu décente ailleurs, sans aucun moyen de subsistance. Donc plus vous souffrez, vous portez un handicap qui va vous empêcher de faire ça déjà normalement dans une situation dite normale, ça va être extrêmement difficile dans ces situations de déplacement. Donc pour nous, c'est les plus vulnérables parmi les plus vulnérables. Et on l'a vu aussi, donc ça a fait partie de l'évaluation quand même sur le camp de Taouila. Le camp de Taouila reçoit énormément de personnes déplacées de la ville d'El Fasher. Donc la ville d'El Fasher, ça a été 18 mois de siège. Un siège, et c'est comme ça qu'il a été fait à la fin, ils ont creusé une immense tranchée autour de la ville. Donc une immense tranchée autour d'une ville d'1,5 million d'habitants qui a empêché tout approvisionnement de la ville. Donc plus d'eau, plus de nourriture, plus rien. Donc les gens sont arrivés dans des états de malnutrition très avancés. En plus de ça, ils ont subi énormément de violence. C'est-à-dire que les milices qui ont fait le siège d'El Fasher puis pris El Fasher ont considéré que toute personne sortant d'El Fasher était forcément un opposant. Donc il y a eu énormément de violence sur ces personnes. Et donc les personnes qui sont arrivées au camp de Taouila étaient montrées des signes de blessures par balle, des blessures de torture. Et donc pour Handicap International, on sait que ces personnes ont besoin d'une opération très rapidement. Donc il y a des acteurs humanitaires à Taouila qui gèrent un hôpital et qui font cette chirurgie-là. Mais nous, on se doit en fait d'intervenir le plus tôt possible, généralement pas plus de 3 semaines après, pour justement apporter tout le soutien nécessaire à ces personnes pour qu'elles ne développent pas un handicap durable, ou en tout cas d'apporter des solutions le plus rapidement possible. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on a pu constater sur place et qui ont fait qu'on a déclenché le déploiement d'une équipe médicale qui va permettre justement de faire tout ce travail post-opératoire. Nous, on parle souvent de crises négligées, c'est-à-dire c'est des crises qui ne sont pas dans la focale des médias, on n'a pas d'appel aux dons internationaux. Dans les années 80 et 90, il y avait des concerts pour attirer l'attention sur l'Éthiopie, sur d'autres endroits, etc. Et aujourd'hui, en fait, on a une catastrophe humanitaire d'une ampleur vraiment sidérante. Et il y a des petits moments où on a effectivement un peu les médias qui en parlent, mais elle est négligée. Ça, c'est le terme qu'on utilise. Et moi, j'ai envie de dire qu'elle est oubliée, qu'elle est même mise au placard, voire qu'elle est mise sous le tapis pour pas qu'on en parle. Et donc, c'est d'avoir conscience qu'il y a un conflit atroce qui est en train de se passer dans un pays, que les populations civiles sont les premières victimes, que les violences et les descriptions de violences sont choquantes, et aussi que la communauté internationale, en fait, garde un silence accablant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acteurs internationaux n'ont pas du tout pris en main la recherche de solutions à ce conflit. Et donc ça, c'est vraiment très marquant, parce qu'on entend beaucoup de discussions sur d'autres conflits dans le monde, mais là, il n'y a personne qui a vraiment pris en main le fait de chercher à trouver une solution à ce conflit absurde, parce que c'est un conflit qui est absurde, c'est pas les populations qui s'affrontent, c'est 2 généraux qui s'affrontent. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est aussi à prendre en compte. Et la dernière chose, mais ça qui est dû à notre temporalité aujourd'hui, c'est la fin, en tout cas pas la fin, mais la réduction très forte des financements institutionnels de l'aide publique au développement. C'est ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Et aujourd'hui, en fait, le financement de l'aide humanitaire a été réduit très fortement. Et en fait, quand vous avez une ampleur de besoin comme ça là, ça veut dire on est dans l'obligation en fait de choisir et de décider de ce qu'on veut faire.
Et ça nous met devant des dilemmes absolument inhumains, des choix cornéliens, et on est obligé de choisir. Et on est obligé de choisir si on intervient ici ou si on intervient là, sur la volumétrie de ce qu'on veut faire, et on est contraint. Et en tant qu'humanitaire, c'est très dur à vivre, c'est très dur à accepter, et on fait évidemment tout pour améliorer ce qu'on peut, mais à un moment donné, on ne peut pas faire sans, et on est obligé un peu de choisir entre si on veut donner à boire ou si on veut donner à manger, si on veut aider sur la santé ou si on veut aider sur les abris. Et ça, c'est très dur à vivre. Il y a quand même une forme de satisfaction, c'est toujours très particulier de dire ça quand on est humanitaire, de dire qu'on rentre d'une mission dans un pays en guerre, où il y a des violences absolument atroces, les besoins sont astronomiques, de revenir avec une forme de satisfaction professionnelle. Mais là, on a réussi par cette évaluation en fait, à convaincre des bailleurs de fonds de nous suivre et de pouvoir lancer des opérations. Donc aujourd'hui, on a des équipes qui se déploient et qui vont se déployer à Taouila pour apporter du secours aux populations, pour améliorer la chaîne d'approvisionnement. Donc en fait, on a réussi d'une certaine manière, grâce à cette mission d'évaluation, à prouver les besoins, à démontrer les besoins et à convaincre des bailleurs de fonds de nous suivre. Donc on se lance dans des opérations et on espère effectivement qu'on va pouvoir soulager une partie de la détresse des Soudanais.